On ne cesse depuis déjà quelques décennies que de prédire la fin des galeries. Pendant le Covid, comme tous les musées étaient fermés, je n'ai jamais vu autant de monde dans les galeries. Et puis c'est intéressant de mentionner aussi que les galeries, c'est évidemment du commerce de l'art, hein, mais c'est aussi soutenir des artistes. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes qui, sans leur galerie, finalement, ça serait beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, sans leur galerie, ne finiraient pas leurs œuvres dans des collections. En fait, les galeries, souvent on l'oublie, elles ont un rôle quand même essentiel. Elles ont un rôle totalement essentiel. On oublie en fait, je pense toujours, je donne souvent comme image, il faut considérer qu'une galerie, c'est comme un éditeur de littérature. C'est exactement les mêmes types de métiers. C'est-à-dire que l'éditeur va aller chercher un écrivain et va aller prendre le pari de le croire, de faire une petite diffusion parce que ça va intéresser peu de gens. On connaît tous l'histoire des ventes de monstres aujourd'hui, les littératures françaises, et qui vendaient rien comme. Et puis parallèlement, l'éditeur va permettre de financer en fait ce soutien à un jeune écrivain ou une jeune auteure grâce à des blockbusters qui se vendent à 100 000 ou 1 million d'exemplaires. C'est exactement la même chose pour les galeries. Si je prends une galerie comme la galerie Nathalie Georges-Philippe Ballois, rue de Seine, où à la fois ils ont des artistes très importants, américains ou français, des nouveaux réalistes, donc des œuvres historiques, et en même temps, c'est grâce à la vente de ces œuvres, ils peuvent financer de très jeunes artistes, comme Pierre Sainturier, par exemple, qui est un jeune artiste brillant, un peintre et dessinateur absolument brillant, mais dont la valeur des œuvres n'a rien à voir avec la vente d'un monstre de l'histoire de l'art moderne. Et donc, effectivement, les galeries, et ce qu'on oublie toujours de dire aussi de la part des galeries, c'est que l'accès y est gratuit. Et qu'effectivement, pendant le Covid, quand les musées étaient fermés, on voyait énormément de gens dans les galeries parce qu'il y avait une soif d'art. Et qu'en fait, les gens se sont rendus compte aussi, puisqu'il y a toujours un côté un peu intimidant d'aller être galerie, parce qu'on a peur qu'on va nous demander d'aller acheter Oui, l'œuvre. qu'on nous parle quand on arrive, quand Voilà, dans un magasin. exactement. Oui. Et en fait, non, les galeries sont beaucoup plus accueillantes que ce qu'elles l'étaient à une époque. Elles ont aussi eu une évolution également. Elles apprécient aussi maintenant d'avoir aussi des jeunes qui viennent dans les galeries. Et il y a un nombre incalculable d'histoires dans le milieu de l'art, de gens pas du tout fortunés qui, il y a 50 ans ou il y a 60 ans, achetaient des œuvres surréalistes pour pas cher. Oui. Et puis on fait des collections qui valent des millions aujourd'hui. Donc il faut toujours le dire, l'art est accessible à tout le monde, même financièrement, ou presque, tant qu'on a de quoi vivre tous les mois. On connaît des collectionneurs certainement qui ont commencé leur collection avec des œuvres à 100 francs. Et aujourd'hui, quand ce sont des cristaux, par exemple, et autres, c'est plus tout à fait la même valeur. Je voudrais justement, vous faites la transition avec les collectionneurs. Ce sont des gens souvent, finalement, assez discrets, à part les très grands, hein, souvent assez discrets. Certains, d'ailleurs, adorent voir les artistes. Il y en a qui n'ont pas du tout envie de les rencontrer. Et en même temps, j'ai envie de dire, ce sont aussi c'est un maillon essentiel du monde de l'art. C'est-à-dire qu'au-delà des galeries, et de toute façon, même les galeries sans les collectionneurs, c'est rien. Et les artistes ont aussi leur réseau de collectionneurs qui les soutiennent, qui parfois même les prennent très très jeunes et les font émerger en les accompagnant sur plusieurs années, quoi. Bien sûr. Vous savez, je pense que des collectionneurs, il y en a beaucoup plus que ce qu'on croit, parce que une des caractéristiques de l'art, c'est qu'on trouve une œuvre d'art dans chaque foyer français, ou au moins une reproduction. Et souvent, on trouve une œuvre originale. Et quand on parle marché de l'art ou œuvre d'art, on pense toujours, encore une fois, aux grandes ventes qu'on voit. Mais non, le nombre d'artistes français qui sont inscrits à la Maison des artistes pour la sécurité sociale, c'est à peu près 60 000 artistes. Donc il y a 60 000 artistes en France. Il y en a, allez, admettons, 200 qui sont sur le marché de l'art français international et 50 qui sont un peu des stars. Donc ça montre 60 000 qu'il y a donc énormément d'artistes qui vivent de leur travail en France, souvent mal, mais ils ont également des collectionneurs. Dans un petit village en France, il y a toujours un ou deux collectionneurs, un ou deux notables qui s'intéressent aux artistes également locaux. Donc, et les collectionneurs sont en général des gens assez libres, originaux, qui développent une passion. Souvent, cette passion d'ailleurs se transmet à leurs enfants. Donc, ce sont vraiment des acteurs clés et ce sont également
un collectionneur, on pourrait considérer en quelque sorte aussi que c'est un diffuseur de l'œuvre d'art, puisque c'est quelqu'un qui montre chez lui, chez soi, on montre ses œuvres à ses amis, et quand on est un grand collectionneur, on les prête. Exactement. On oublie de dire que quelqu'un comme François Pinault, il prête des œuvres dans le monde entier, partout, pour des expositions, dans des musées, comme dans des expositions privées. Alors, on a oublié le public. C'est vrai que c'est évidemment, sans le public, pas d'art non plus. J'ai presque envie de dire, c'est devenu difficile. Ça fait déjà un petit moment de parler du. Il faudrait parler des publics, parce qu'il y en a vraiment une multitude de ces publics. Et ça, j'imagine que ça fait partie de vos 12 obsessions d'en avoir un maximum, mais pas que pour des questions de nombre de publications. Ça, j'imagine, c'est quelque chose qui vous interroge de comment aller. On parle souvent du public éloigné de l'art, comment aller chercher celui-là. Alors, le public, il y a une très grande diversité de types de public. Les enquêtes que mène notamment le ministère de la Culture sur études et prospectives analysent ces différents types de publics. Donc, il y a effectivement un public cultivé, qui a l'habitude, qui fréquente plusieurs expositions par an. Et puis, il y a le public qui n'a jamais été confronté à une œuvre d'art dans sa vie et qui, par exemple, va être confronté dans une exposition en plein air, comme les Extatiques, ou des œuvres d'art qui sont présentées dans un supermarché. Donc, il y a une multiplication considérable d'actions en faveur de tous les publics. La ville de Paris a fait deux parcours différents sur le tramway. Le métro continue à implanter des œuvres. Donc, on cherche en permanence à toucher tous les publics. Et puis, cette dimension également de médiation qui était multipliée par les institutions culturelles, elle fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gamins, les classes artistiques qui sont sensibilisés à l'art. Encore une fois, je pense que le public de l'art ne fait que de croître et que si on regarde l'histoire de l'humanité, jamais autant de personnes dans le monde n'auront eu accès ou n'auront vu d'œuvres d'art. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 60 000 artistes qui étaient inscrits à la Maison des artistes. Dites-vous qu'on estime aujourd'hui, par exemple, qu'en Chine, le nombre d'artistes, on l'estime à 1 million. Alors sur 1,5 milliard, on reste dans les proportions, mais il y aurait 1 million d'artistes aujourd'hui en Chine. Et ce qui est en train de se passer dans la société, c'est que le nombre d'artistes a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années avec la mondialisation, parce que d'une part, on a connaissance de ces artistes alors qu'on en avait moins connaissance avant le phénomène de mondialisation, et aussi parce qu'il y a une appétence de plus en plus importante pour l'art. Moi, j'ai toujours considéré que l'art était tout sauf une activité sacrée de l'homme, que l'art, c'est une forme de mode de pensée. Et c'est une fondation célèbre, la fondation Bettencourt, avait inventé ce principe de l'intelligence de la main. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence de la main? C'est l'idée qu'un artisan, un artiste va pouvoir, avec sa main, réussir à exprimer l'inexprimable. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être exprimé par des mots, quelque chose qui ne peut pas être exprimé par des sons, et qu'on va exprimer sous la forme d'une œuvre qui va être aussi avoir son langage particulier, qui ne va pas être forcément facile à décrypter. Et je pense que si on voit une augmentation mondiale du nombre d'artistes, si on voit une augmentation mondiale de l'intérêt du public, c'est aussi parce que l'art permet à l'homme d'exprimer la profondeur de soi de manière très différente. Et peut-être que c'est peut-être provocateur ce que je veux dire, mais que peut-être que dans 1000 ans, tout individu sera un artiste. C'est-à-dire que être un artiste sera une manière d'exprimer une partie de son ADN, une partie de son savoir intérieur que l'on ne réussit pas à exprimer. Et je pense qu'aussi que la fascination du public pour les œuvres d'art, c'est souvent ça aussi, c'est que ça révèle quelque chose qu'on n'a pas appréhendé. Et j'ai toujours été très attaché à cette phrase de Robert Filliou qui disait
L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art.